voici de nouveau donc sur Effervescent pour l'émission Samedi Midi. Donc nous voilà de retour avec nos invités là pour cette fois la partie interview avec en régie Victor et Aïna. Oui, c'est ça. Bonjour à tous. Coucou à tout le monde. Elle a du mal à atteindre le micro. Elle est trop petite. Alors je vais commencer par peut-être un sujet un peu fâcheux puisque on en a parlé déjà un petit peu tout à l'heure. Vous parliez du Front National donc le combattre. Mais pourquoi le combattre et surtout comment? Parce qu'on entend toujours, oui, le Front National, c'est l'idéologie, enfin, en tout cas dans les rangs du Parti Socialiste, des partis dits, entre guillemets, républicains, on entend souvent dire, oui, c'est l'idéologie de la haine, etc. Mais comment les combattre alors qu'ils progressent sur tous les milieux, dans tous les milieux sociaux et dans toutes les villes pratiquement? On peut faire quand même le constat qu'aujourd'hui, le Front National, c'est un parti qui est réellement dynamique. On l'a vu aux élections européennes, aux dernières élections, que le Front National, c'est un parti justement qui a de plus en plus de cadres. Et le combattre actuellement, c'est aussi le combattre politiquement et chercher justement à montrer que finalement, en mettant en place un renouvellement à tous les échelons, tous les échelons de la politique, donc en ayant des candidats jeunes dans toute la politique, et refaire penser que la politique, ça peut changer la vie. Et donc ça, c'est aussi notre rôle, nous en tant que jeunes socialistes, de réussir à mettre en place une alternative et montrer une alternative crédible qui soit de gauche. Et comme ça, le Front National n'apparaît plus uniquement comme la seule alternative possible actuellement. Donc justement, par rapport à ça, ce qu'il faut faire, c'est du coup renouveler les candidats, moraliser un petit peu la vie politique pour éviter un petit peu les affaires qui avaient pu éclater les derniers mois autour de l'affaire Thévenoud, l'affaire Cahuzac et d'autres affaires de politique de ce style-là. Mais alors je vous coupe, désolé, mais c'est quoi être de gauche aujourd'hui? Parce que c'est vrai, on entend parler du mouvement des frondeurs, justement d'ailleurs, qui est en partie dirigé entre guillemets par le président du Conseil général de l'Essonne, justement. C'est quoi être de gauche? Et du coup, quel est votre mouvement politique en fait à vous? Vous savez, je pense que en fait, être de gauche, ça n'a pas changé aujourd'hui de ce qu'était être de gauche il y a plusieurs années. Pour reparler du Front National très rapidement, le seul moyen actuel que je vois personnellement et qu'on voit aux jeunes socialistes pour vraiment combattre le Front National sur la durée, c'est bien évidemment de faire réussir la gauche. On ne peut pas actuellement dire que le Front National monte de plus en plus seulement parce que ce qu'il dit touche de plus en plus les Français. C'est faux. La gauche, en ce moment au pouvoir, déçoit profondément son électorat, des gens qui ont voté pour François Hollande en 2012, qui ont voté pour des candidats socialistes aux élections législatives et qui ont l'impression qu'on n'a pas répondu à leurs attentes. Mais ce que je veux dire, c'est faire réussir quelle gauche dans le sens, c'est qu'aujourd'hui, malgré tout, on voit quand même des différenciations importantes sur plein de thématiques, et justement entre la gauche qui est au pouvoir, qui est à l'exécutif, et le fameux mouvement des frondeurs. C'est quoi votre définition de la gauche? Je comprends tout à fait votre question. Simplement, je pense que le truc, c'est qu'il n'y a pas que deux gauches. Il n'y a pas la gauche de François Hollande, de Manuel Valls, d'Emmanuel Macron, et celle de Jérôme Gage en Essonne. C'est faux de dire ça. Moi, je pense que la gauche qui gouverne en ce moment, c'est une gauche qui est minoritaire, qui a été minoritaire aux primaires socialistes, qui est minoritaire au sein du Parti socialiste. Et je pense qu'actuellement, le mouvement des frondeurs, comme on l'appelle, c'est bon. Après, on peut questionner le nom, mais pour moi, c'est avant tout des gens qui veulent défendre le programme du Bourget, le programme de François Hollande de base. C'est pas, nous, oui, évidemment, qu'on se sent beaucoup plus proche de ces gens-là, qui défendent réellement ce pourquoi les Français ont voté. Oui. Mais du coup, vous mettez en opposition par rapport au gouvernement. Quelle est votre position par rapport à ça? Parce que à la fois, vous soutenez de la gauche, puisque c'est quand même la première fois depuis François Mitterrand que vous êtes au pouvoir. Mais à la fois, vous êtes dans une opposition idéologique en partie sur notamment des thématiques économiques. Bien sûr. En tant que jeune socialiste, quand même, on est autonome du Parti socialiste, donc ça veut dire qu'on peut éventuellement formuler nos propres propositions, nos propres campagnes. Donc par rapport à ça, justement, notre autonomie, ça nous permet de chercher un petit peu à affirmer quand ça va et quand ça va pas, d'être en quelque sorte le poil à gratter du gouvernement pour soutenir certains projets. Donc par exemple, quand il y a des augmentations de bourses qui sont faites, quand par exemple il y a des augmentations de bourses qui sont faites, du coup,
on peut justement que dire c'est très bien, mais il faut continuer encore. Et justement, c'est ça notre rôle politique, c'est aussi d'insister quand ça va et justement de demander à aller encore plus loin. Et éventuellement, quand ça va pas non plus, on peut très bien le dire et dire ah non, cette ligne-là ne nous convient pas. Et c'est quoi vos objectifs aujourd'hui pour la suite du quinquennat? Quelles sont vos attentes par rapport à ça en tant que militant et en tant que responsable justement du mouvement des jeunes de l'Essonne? Quelles sont vos ambitions en fait pour votre département, pour votre pays, et comment vous voyez justement la défense des valeurs de gauche sur votre territoire? Je pense que la défense des valeurs de gauche, elle est bien évidemment à mener, mais et des objectifs qu'on a, ils sont très concrets. C'est-à-dire que quand on fait l'augmentation des bourses, c'est des choses qu'on salue. Mais on doit aller beaucoup, beaucoup plus loin. C'est ça notre vrai problème. C'est que finalement, on est face aujourd'hui à une politique frileuse, à un manque de courage politique qui est quand même assez flagrant. De la part des responsables politiques de gauche au pouvoir? Oui, bien sûr, on fait du surplace, et je pense que c'est important de le dire aussi, que ça vienne de socialistes, parce que non, l'alternative à ça, c'est pas le Front National, c'est pas l'UMP, c'est pas des personnes qui tiennent des discours qui ne correspondent pas à notre République parfois. L'alternative à ça, c'est une politique de gauche, parce que moi je suis persuadée que ce qu'on a actuellement, c'est pas une vraie politique de gauche. On a clairement une politique sociale libérale, sociale. Vous mettez en opposition par rapport au gouvernement là. Ce qui veut bien dire, c'est qu'il y a plusieurs gauches, parce qu'on en vient à la même question que tout à l'heure. Mais ça veut dire que la gauche de François Hollande n'est pas la même gauche que vous prenez. Ce ne sont pas les mêmes valeurs ou les mêmes objectifs, puisque vous parlez de politique libérale. Mais c'est pour ça en soi qu'il faut réussir à revenir aux engagements du 6 mai 2012, parce que le programme qui avait été mis en place pour le 6 mai 2012 mettait en place un programme qu'on pourrait réellement qualifier de gauche, cherchant à mener un petit peu des réformes un peu dans tous les domaines, entre par exemple la réforme fiscale, qui est une réforme justement qu'on attend toujours et qu'on espère être mise en place, mais qui n'est pas encore au programme du gouvernement, ou par exemple le droit de vote des étrangers aux élections locales, qu'on attend toujours. Et ça, justement, on doit toujours chercher à rester revendicatif par rapport à ça et espérer à obtenir ces trucs-là. Donc, la réforme bancaire aussi. Oui, la réforme bancaire aussi, exactement. Mais on ne se positionne pas en opposition radicale, parce que on peut toujours féliciter quand des choses sont bien faites. On ne se met pas en opposition radicale. Puis aussi, il faut être clair, c'est-à-dire que si on se met en opposition radicale avec le gouvernement, c'est quoi après? C'est amener le Front National. Oui, voilà, c'est ça. C'est amener le Front National, ou de toute façon, c'est conduire à l'échelle de la gauche. Hein. Oui, voilà, c'est ça. C'est que, à un moment, moi, je pense qu'on a un rôle, nous, à jouer. Mais le rôle qu'on a à jouer, c'est pas à faire du Hollande bashing, comme certains l'appellent, ou de dire que le gouvernement doit démissionner, que François Hollande doit démissionner. Non, nous, notre rôle, actuellement, c'est bien de dire que tout ne va pas, mais que on a encore les moyens de faire changer ça. Parce que justement, vous êtes au pouvoir et vous pouvez essayer d'infléchir une politique qui, selon vous, est minoritaire au sein de la gauche. Oui, bien sûr. Okay. Et le mouvement des frondeurs au Parlement, il est moi, ça me rend très optimiste par rapport à ça. Dire qu'on est actuellement dans une 5e République qui donne le pouvoir au président de la République de changer de politique très rapidement, de changer de cap, parce que la politique qui est actuellement mise en place par le gouvernement, c'est pas celle qui a été promise par François Hollande au Bourget. Par contre, il y a des députés qui la promettent, celle-là. Donc la solution pour nous, jeunes socialistes, c'est aussi de changer de République. Mais justement, quels moyens sont les vôtres justement pour faire pression, justement pour changer de cap politique et pour soutenir ces parlementaires? Alors par rapport à ça, justement, ce que justement les jeunes socialistes font depuis 2012, c'est du militantisme législatif, c'est interpeller le plus possible nos députés sur les questions d'actualité, sur les questions de société, pour justement proposer notre vision ou éventuellement les soutenir dans leur vision sur certains projets. Et donc ça, justement, c'est un des moyens que les jeunes socialistes peut avoir pour revenir un petit peu aux engagements du 6 mai 2012. Et donc ça, par rapport à ça, on peut le faire. Et après, on peut aussi le faire un peu sur le terrain, auprès de nos élus locaux, auprès de la population, même des jeunes. On s'adresse en priorité aux jeunes. Donc on peut le faire aussi avec les jeunes, avec des personnes qui peuvent nous soutenir, comme on l'a fait par exemple encore ce matin sur la campagne Stop TAFTA, en faisant signer des pétitions pour demander l'arrêt des négociations. D'accord.
Alors, on a une petite remarque de Thomas qui nous dit ils nous refont le coup de la rupture comme Sarko avec Chirac, c'est le même parti. Voilà. Il veut dire que le PS, c'est l'UMP ou C'est la remarque, vous la lisez. Hein, voilà. Bah, oui, non, mais moi je suis. Voilà. Enfin, Si on traduit, ça veut dire que tous pourris, c'est non, c'est à dire classique. que parce que aujourd'hui le gouvernement est très impopulaire. T'inquiète pas, c'est pas contre toi. hein. Pas du tout. Moi je lis. Hein, moi, C'est je- juste je- de comprendre. Parce que le gouvernement est minoritaire, justement, des personnalités politiques de gauche et du Parti socialiste se mettent en rupture avec les dirigeants, justement, pour pas tomber dans leur même chute dans les sondages. Mais Je pense que c'était ça le message. Après, je sais pas si Ouais, j'ai sans doute. correctement traduit le message de notre auditeur, mais Je bon. pense que c'est quand même intéressant le message de cet auditeur, puisque finalement, c'est vrai qu'on est actuellement dans une position qui est très inconfortable, puisque on est confronté finalement à une politique qui est par beaucoup appelée, ou en tout cas qualifiée de politique libérale, de politique de droite. Et à ce moment-là, c'est très facile, c'est vrai, de tomber dans le discours UMPS, comme dit par exemple Marine Le Pen, des tous pourris. Mais je pense que ce qu'il faut rappeler à ce moment-là, c'est bien que la gauche et la droite, c'est pas pareil. Il faut vraiment le rappeler. Et actuellement, la politique qu'on mène, comme je le redis, elle n'est pas parfaite. Et il y a des choses qu'il faut qu'on fasse avancer. Mais il y a aussi des choses qui ont été faites qui sont, mais alors, vraiment, vraiment très bien. On peut parler, par exemple, de la loi économie sociale et solidaire ou de la loi consommation, de la loi logement aussi. Il y a des choses qui ont été faites. La loi, Ouais. enfin la loi à dite lui, du flot. Oui, voilà, oui, Ouais. très bien. Vous soutenez cette loi, justement? Parce qu'elle est beaucoup remise en cause, même par l'exécutif lui-même, justement, par rapport aux résultats qu'elle apporte. Bah justement, nous, on estime que cette loi, il faut bien entendu continuer à aller dans ce sens-là. Toutes les choses qui ont été faites par rapport à l'encadrement des loyers, il faut bien entendu continuer. Il faut étendre le dispositif à la France. Il ne faut pas seulement le limiter à l'Île-de-France. Et parce que enfin, selon des économistes, aujourd'hui, justement, elle a un effet inverse, justement, elle a un effet inverse, et elle a des résultats économiques désastreux, cette loi. Enfin, selon des économistes, hein, bien sûr. Oui, c'est vrai qu'il y a toujours des économistes qui vont chercher à critiquer quand il s'agit d'une loi qui cherche un petit peu à réguler un marché qui finalement apporte un logement au maximum de personnes. Après, il faut se poser la question qui est derrière, c'est le logement. Il y a beaucoup de personnes qui actuellement ne peuvent pas se loger. Par exemple, ils se logent très loin de leur lieu d'études, qui se logent très très loin de leur lieu à cause des prix du loyer, ou même énormément de jeunes qui vivent encore chez leurs parents parce qu'ils n'ont pas les moyens, j'en fais partie, qui n'ont pas les moyens de partir et de trouver un appartement. En soi, l'encadrement des loyers, ça permet justement d'avoir des loyers qui sont plus accessibles, qui sont pas en permanence en fluctuation et qui peuvent permettre au maximum de jeunes de se loger. Donc c'est pour ça qu'en soi cette loi elle peut servir, et il faut une intervention des pouvoirs publics derrière pour permettre de continuer à construire de l'immobilier. D'accord. Et vous, votre engagement politique ici aussi se concrétise en engagement dans les associations? Ou est-ce que, par exemple, parce que justement on parlait du logement, est-ce que vous soutenez les associations comme SNL, des associations qui travaillent dans le social, dans l'humanitaire? Bah, nous, on soutient beaucoup d'associations, mais je pense qu'on a un rôle qui est très complémentaire avec les associations, avec la société civile en général. C'est-à-dire que on se bat souvent pour les mêmes choses, mais pas dans les mêmes, dans les mêmes cadres. C'est-à-dire que nous, comme l'a dit Antoine tout à l'heure, on essaye de faire beaucoup de militantisme législatif, par exemple, c'est-à-dire d'aller beaucoup travailler avec nos députés, faire du lobbying aussi, un peu comme on pourrait l'appeler. Les associations ont un autre rôle qui est tout aussi, voire plus important parfois. Mais je pense qu'effectivement, on se doit aussi de soutenir ces associations de la société civile, bien évidemment. Et aussi en tant que jeune, parce que c'est maintenant, moi, je vais parler un peu entre guillemets de notre âge, enfin de vos âges, puisqu'on on a des âges quand même assez similaires, assez proches. Et justement pour vous, qu'est-ce que c'est l'engagement jeune? Et après j'aurai une petite question justement encore sur la question du logement des jeunes. D'accord. Voilà. Alors sur l'engagement jeune, donc c'est vrai que ça peut prendre beaucoup de parts différentes. Donc ça peut être un engagement associatif, un engagement syndical, un engagement politique. Enfin, je pense que j'en ai pas oublié. Enfin, je pense que c'est les principaux. Oui, c'est très vaste. Je pense que après l'engagement, ça peut se définir un petit peu qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on veut apporter. Oui, bah, je pense que c'est vrai. Moi, par exemple, mon engagement, il a commencé
C'était un engagement syndical quand j'étais au lycée. Ensuite, À quel âge? J'avais 16 ans, je pense. J'ai adhéré à l'UNL quand j'étais au lycée. Mhm. Mais la vraie question, c'est que... parce que je pense que c'est pas très important de savoir comment nous on s'est engagés. On s'en fiche. Enfin, nous on est des cadres d'une fédération des jeunes socialistes. Nous on est là, on s'en fiche. La vraie question, c'est comment on fait en sorte que les jeunes s'engagent. Parce qu'actuellement, on a une vraie crise de l'engagement. Les jeunes ne voient pas l'intérêt de s'engager. Mais même au-delà des jeunes, de toutes les classes de population, bien sûr, toutes les couches. Je pense que ça se retrouve encore plus finalement dans la population jeune, puisque c'est dans cette population-là qu'il y a le plus d'abstention, notamment aux élections, qu'il y a, on va dire, un peu cette atmosphère de on peut rien faire. De toute manière, c'est tous des menteurs. Et pourtant, il y a un espoir à concrétiser. Il y a beaucoup de choses à faire. Et moi, ce que je trouve malheureux, c'est que j'étais encore à une opération SNL Jeunesse Solidaire tout à l'heure. Oui. Et les gens qui nous ont dit d'ailleurs, on va appeler ça aussi du Hollande bashing, on nous a dit oui, mais de toute façon, allez vous engager ailleurs ou demander à Hollande de devenir bénévole. On nous a sorti ça. On nous a dit aussi, mais de toute façon, ça sert à rien, notre pays, il est foutu. Alors aujourd'hui, comment vous interprétez justement cette crise de l'engagement jeune? Je pense qu'on est quand même dans une situation, dans un pays où, au-delà de la crise de l'engagement jeune, cette crise de l'engagement jeune, elle vient de plusieurs facteurs. Mais moi, je suis persuadée que si les jeunes ne s'engagent pas, c'est aussi qu'ils ne voient pas l'intérêt de s'engager. S'ils ne voient pas l'intérêt de changer une société, c'est là qu'est le vrai problème. C'est-à-dire que maintenant, on est dans une société où faire changer les choses, c'est quelque chose qui paraît impossible. Et c'est ça la vraie question, c'est comment est-ce qu'on arrive à faire changer les choses? Est-ce qu'on les fait changer de l'intérieur, via un parti, via une association aussi, parce que c'est aussi comme ça que ça marche? Mais comment on peut faire croire à un parti aujourd'hui? Comment on peut inciter les jeunes, comment on peut inciter n'importe quelle personne aujourd'hui, n'importe quel citoyen à s'engager dans un parti? Parce qu'on regarde toutes les affaires, on regarde Oui, c'est dramatique. 10 financements libyens, l'affaire Cahuzac, l'affaire Thévenoud. Pardon. Merci Victor. L'affaire Thévenoud. L'affaire Thévenoud, je trouve encore une fois, c'est désastreux pour l'image politique. Quand on voit encore justement cet élu qui siégeait encore il y a quelques jours à une commission parlementaire, alors qu'il n'a pas payé en fait, n'a rien payé pratiquement. On va plus faire la liste. Mais c'est comment on peut faire croire de nouveau dans cet engagement politique. Comment vous parleriez aux jeunes, au-delà de dire engagez-vous dans le Parti Socialiste, mais engagez-vous tout simplement, comment vous parleriez à ces jeunes? Alors ça, c'est un discours que justement on tient assez régulièrement devant les jeunes. Donc c'est vrai qu'on perçoit très facilement cette impression que l'engagement est inutile. On peut le percevoir parfois devant certains lycées où des lycéens ne semblent pas intéressés par nos actions, par nos activités et ne veulent absolument rien entendre. Et ça justement c'est un truc qui se dégage assez régulièrement. Mais après il ne faut pas rester non plus complètement pessimiste. Les jeunes, je ne pense pas qu'une personne devant un lycée, il y a très peu de personnes qui nous rejettent radicalement. Après, pour réussir à produire un engagement derrière ou à concrétiser par un engagement associatif, syndical ou politique, ça justement c'est un peu plus compliqué. Réussir à faire comprendre que finalement on peut changer les choses, on peut réussir un petit peu à bouger sur certaines lignes, c'est beaucoup plus difficile, mais ça justement on peut le faire en ayant une présence sur le terrain, pouvoir échanger, débattre avec des jeunes. Oui, et puis je pense que finalement, adhérer à un parti, parce que c'était ça la question, c'est l'aboutissement de quelque chose. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'attendre à ce qu'un jeune comme ça, devant un lycée à qui on va parler, direct, il nous dise « Ah oui, c'est vrai, jamais j'y avais pensé. Avant que vous veniez me parler, la politique, c'était rien du tout. Je m'en fichais. Mais oui, c'est clair, je vais adhérer. » Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Et comment vous leur prouvez de façon concrète? Oui, non, mais voilà, je pense que parce que la malgré première tout, étape... la politique, au-delà des idées, justement, des sièges, etc., des mandatures que vous pouvez avoir justement pour prouver la véracité de vos idées. Comment vous prouvez à un jeune devant un lycée, comment vous mettez en application ces idées au quotidien? Je pense que Parce la première être étape... de gauche, Oui. enfin, je finis finis ma question, mais être de gauche, c'est dans l'idée d'aider son prochain, c'est aussi une politique sociale, mais comment vous le mettez en pratique dans votre quotidien? Moi, je pense que déjà, la première étape là-dedans, d'en faire comprendre à quelqu'un
pourquoi l'engagement c'est important, pourquoi est-ce qu'on peut faire changer les choses, c'est avant tout de conscientiser, de politiser. On ne peut pas s'attendre à un résultat parfait sans avoir déjà parlé tout simplement. Et c'est vrai que c'est encore plus difficile de conscientiser, de politiser les jeunes quand ils ont dans le paysage politique local comme national des choses comme Thévenoud, comme Cahuzac, comme l'affaire des comptes de campagne de Sarkozy. C'est pas possible après de présenter... c'est très difficile après tant d'exemples qui vont contre nous de présenter quelque chose de viable à ces jeunes-là. Mais je pense que justement c'est notre rôle à nous en tant que jeunes dans la politique de montrer que c'est possible. Parce que François Hollande en 2012 il a dit qu'il voulait une république exemplaire. Au final c'est pas quelque chose qu'on a eu puisqu'on a quand même eu pas mal de ministres même si c'est pas venu de lui. Oui. Et je pense que cet exemple-là c'est à nous de le montrer. Nous jeunes générations politiques qui ne sommes pas encore pourris par une certaine une certaine classe dominante qui gère la politique, qui gère l'économie, qui gère tout ça. Nous, notre rôle à ce moment, je me rapproche du micro, c'est de montrer que nous, on est exemplaires, de montrer que nous, notre engagement, il n'est pas là pour des postes ou pour de l'argent. Chaque Et après, si je veux compléter un petit peu ce que tu as dit, Emma, c'est vrai que cet été, nous justement, aux Jeunes Socialistes, nous avions mené la campagne Bouge ta gauche pour créer une forme de sondage auprès du maximum de jeunes. Un sondage ensuite qu'on a fait remonter directement au premier secrétaire du Parti Socialiste pour justement réussir un peu à moraliser la gauche, à réussir à avoir une république exemplaire. Et les idées qui revenaient le plus dans les propositions qu'on avait sur notre campagne, c'était limitation du cumul des mandats dans le temps et inéligibilité des élus corrompus à vie. Et ça, justement, c'est des mesures qui doivent être portées pour rendre le paysage politique beaucoup plus sain et beaucoup Parce que quand on parle vraiment de déficit démocratique dans ce pays, quand on parle de l'importance de changer de république et de passer à la 6e République, c'est pas anodin. On ne dit pas juste on va changer de république parce qu'on en a envie. C'est une nécessité actuellement dans un paysage politique qui est tellement corrompu par, on va dire, par une sorte de système global que on se doit de remettre les choses à plat, de faire en sorte d'avoir un vrai régime parlementaire qui puisse réellement suivre l'avis des Français, qui puisse respecter les Français et qui ne soit pas... Oui, une ouverture du débat public. Oui, c'est ça. Alors, je vais vous couper parce que du coup, le temps file. Je t'en prie. Mais on va parler du coup des jeunes, on va reparler du logement, parce que les Essonniens veulent savoir. Désolé, le micro crée une inspiration bourdinienne, on va dire. Non, plus sérieusement, le travail le dimanche. Vous étiez opposé justement à cette mise en place. Oui. Mais vous, en tant que jeune, vous, justement, par exemple, vous disiez que vous habitiez toujours chez vos parents. Aujourd'hui, justement, le travail du dimanche, il est fait sur la base du volontariat. Et s'il ne peut pas, justement, permettre aux jeunes de se désenclaver, de s'évader, de pouvoir, justement, avoir leur indépendance. S'il est fait sur la base du volontariat avec des rémunérations qui vont en conséquence. Voilà. Comment vous positionnez par rapport à ça? Est-ce que c'est idéologique? Est-ce que c'est parce que c'est la gauche que vous positionnez comme ça, ou si c'est vos valeurs profondes? Bien évidemment que notre positionnement il vient de notre engagement à gauche. Mais c'est pas parce qu'il vient de notre engagement à gauche que tout de suite il a plus d'importance. Je pense que parce que ton raisonnement finalement il est très bon, mais il a ses limites. Parce que oui, évidemment, un jeune qui a envie de travailler le dimanche, ça peut sembler bien, parce que finalement il rate pas de cours, il est, on va dire, dans un cadre qui est plutôt pas mal. Mais nous, ce qu'on aimerait rappeler, nous, en tant que jeunes socialistes, c'est que tout simplement, un étudiant qui travaille, c'est pas une solution. Qui travaille le dimanche ou à la place des cours. Nous, les jeunes socialistes, ça fait des années qu'on parle de mettre en place une allocation d'autonomie, comme ça existe dans certains pays déjà, Oui. C'est-à-dire une sorte de salaire étudiant qui soit sans condition de ressources ni des parents ni de l'étudiant et calculé individuellement. Et quel financement? Le financement de l'État, bien évidemment, mais nous, on a des choix. Non, mais quel financement, sachant qu'aujourd'hui, on a entendu parler encore, c'était il y a 2 ou 3 jours, justement, à propos des
des allocations familiales, si je ne me trompe pas. Ouais, mais Oui. c'est clair, c'est-à-dire Mais, que nous... Vas-y, je te pour, dis. Aussi juste- majoration. Pour justement l'allocation d'autonomie, c'est une de nos propositions qui est réalisable et réaliste, parce que finalement cette proposition, elle propose de supprimer la demi-part d'exonération fiscale pour les parents qui ont des enfants qui étudient, et cette demi-part justement redistribuée au plus grand nombre d'étudiants bénéficierait au maximum. En fait, cette demi-part, finalement, une exonération fiscale, ça bénéficie aux personnes les plus riches, et les étudiants de ce qu'on peut qualifier la classe moyenne sont ceux qui en bénéficient le moins parce que leurs parents ne payent pas assez d'impôts pour avoir une très grosse exonération fiscale, mais derrière n'ont pas assez de revenus pour aider leurs enfants. Donc c'est ça justement en soi que l'allocation d'autonomie permettrait d'éviter, et donc c'est pour ça qu'il faut réussir à la mettre en place, et ça passe justement par une Mais au-delà réforme fiscale. des jeunes, malgré tout, le travail dominical, s'il fait sur la base du volontariat, que ce soit pour un jeune ou un moins jeune, justement pour, entre guillemets, arrondir ses fins de mois et pouvoir disposer de loisirs, de plaisirs qu'il ne pourrait pas s'offrir justement sans ces heures le dimanche. Pourquoi vous vous opposeriez à ça? Par exemple, si moi, en tant que jeune, je voulais travailler le dimanche pour me permettre, imaginons, après avoir récolté suffisamment d'argent au bout d'un an, c'est me faire un voyage. Qu'est-ce que vous allez me dire à moi en tant que jeune pour me dire non, le travail du dimanche, on s'y oppose? Alors en fait, nous, surtout pour le travail du dimanche, on peut dire qu'on y est opposé parce que le problème du travail du dimanche, c'est, vous l'aviez dit tout à l'heure, c'est sur base du volontariat. Le problème de ça, c'est quand il y a beaucoup de chômage, quel employé on va prendre en priorité entre la personne qui veut travailler le dimanche et la personne qui ne veut pas travailler le dimanche ou qui ne peut pas. Ce sera évidemment la personne qui veut ou qui peut travailler le dimanche. Donc c'est pour ça que le travail du dimanche, moi j'y reste opposé. Et c'est pour ça que, en soi, après, un jeune qui veut se financer un projet, c'est normal qu'il ait besoin d'aide. Vas-y, tu peux- Oui, enfin, et juste, enfin, c'est vrai finalement tout ce qui est dit là, mais la vraie question là-dedans, c'est évidemment comment est-ce qu'on fait en sorte que on n'ait pas besoin de travailler le dimanche, qu'on n'ait pas besoin en plus de devoir se salarier en tant que jeune ou en tant même qu'employé en plus. La vraie question, c'est ça. C'est il faut d'abord. Mais là, par contre, là, ça va dans une logique, justement, de nouveau contre par rapport à la politique qui peut être menée aujourd'hui, où justement, bon, même si là, ce ne sont des propositions, propositions du MEDEF, qui parlent par exemple de SMIC jeune ou de dispositifs tels que ces derniers. Ça veut dire que si justement on n'a pas besoin de travailler le dimanche, ça veut dire qu'il y a une revalorisation des salaires. Ou en tout cas des aides qui sont apportées. Nous, on est pour l'augmentation du SMIC, on est pour la revalorisation des salaires. Oui, mais on c'est à n'a aucun partir de problème là. avec ça. Non, mais bien sûr, non, on est d'accord. Mais quel financement apporter? Parce qu'aujourd'hui, on est dans une période d'économie. Bon, certains diront austérité, d'autres rigueur. Mais aujourd'hui, comment on peut financer des dispositifs comme cela alors que justement, on cherche de l'argent partout? Mais le problème, c'est que dans cette politique d'austérité, on trouve de l'argent pour certaines choses, mais on n'en trouve pas pour d'autres. Moi, je trouve ça scandaleux qu'on donne de l'argent au CICE, par exemple, et qu'on n'en trouve pas pour donner aux jeunes, ou qu'on n'en trouve pas pour la priorité jeunesse, qu'on n'en trouve pas pour la revalorisation du salaire, pour l'augmentation du CICE, SMIC. malgré tout, il permet de soutenir même les petites et moyennes entreprises. Oui, majoritairement, on sait très bien que le CICE, actuellement, il a surtout des effets pour les grandes entreprises, mais qu'en plus, il n'a pas de réels effets sur l'emploi. C'est ça. Ou même, par exemple, pour compléter un petit peu ce que tu disais à l'instant, c'est... on peut parler aussi du pacte de responsabilité qui donne presque 40 milliards d'euros aux entreprises et il n'y a aucune contrepartie derrière. C'est un cadeau c'est juste un cadeau qui est fait aux entreprises et il n'y a aucun engagement de la part des entreprises derrière. Comment vous pouvez demander à des entreprises, parce que justement, puisque les principaux partenaires, c'est quand même le MEDEF, du côté du patronat, comment vous pouvez demander même à des petits entrepreneurs, des PME, des PMI, comment peuvent-elles s'engager justement sur le domaine de l'emploi par rapport à ce pacte de responsabilité? Parce que oui, on peut demander des contreparties, mais comment un entrepreneur va savoir comment va évoluer sa situation et comment justement cet argent va soutenir son activité? Par rapport à ça, on peut partir peut-être d'une idée que ça pourrait déjà permettre de financer les augmentations de salaire, de donner 40 milliards d'un coup aux entreprises. Donc ces augmentations de salaire en soi permettraient de doper la consommation et finalement de relancer un petit peu la croissance. Donc ça pourrait être une piste d'analyse ou éventuellement chercher à embaucher un petit peu plus
pour limiter un petit peu le chômage. Hein. Oui, et puis, ce qu'il faut bien voir avec ça, c'est-à-dire que la question finalement qui est beaucoup posée, c'est comment est-ce qu'on impose de mettre des contreparties. Moi, je vois pas. Oui, c'est ça la question. Comment on impose de mettre des contreparties? Mais à ce moment-là, si on ne sait pas comment imposer des contreparties, pourquoi est-ce qu'on dit que c'est un contrat? Pourquoi est-ce qu'on dit que finalement c'est donnant-donnant? Parce que là, c'est pas ça. Là, c'est on donne et après on verra. Mais on ne dit pas que c'est un contrat, on ne dit pas que c'est un pacte. Oui, mais c'est difficile malgré tout à mettre en place. Hein, oui, bien sûr, mais tout est difficile à mettre en place au niveau national. Hein. On ne va pas commencer à dire que la politique c'est facile, ou que non, mais même nous, ou que mettre l'allocation d'autonomie en place c'est facile, que mettre en place les 32 heures, la semaine de 4 jours, c'est difficile. C'est facile, pardon. Non, mais je veux dire, c'est pas parce que quelque chose est difficile à mettre en place qu'on ne doit pas le faire. Mais aujourd'hui, il y a aussi une urgence sur le domaine de l'emploi parce que justement, j'allais venir par rapport à ces questions-là. C'est quels sont vos rapports par rapport justement au chômage et aux chômeurs? Parce que moi, ce que j'ai toujours trouvé stupéfiant, mais quels que soient les partis politiques, c'est que on a souvent entendu parler de la courbe du chômage. Oui. Mais on n'a pas entendu parler des chômeurs. Oui, on n'a pas entendu parler des individus. Et aujourd'hui, c'est comment des hommes, les hommes, enfin hommes avec un grand H, politiques peuvent justement parler à ces catégories sociales, parler aux chômeurs, alors que pendant des mois, voire même des années, on a entendu juste parler d'une courbe. C'est une vraie question. Oui, c'est une vraie mais question. la manière dont il faut y répondre, c'est bien évidemment de remettre au centre de nos paroles, de nos actes, des vraies valeurs de gauche. C'est-à-dire qu'on ne peut plus entendre parler aujourd'hui de courbe du chômage qui ne représente personne, ou quand on parle des chômeurs, entendre des choses comme il faut plus contrôler les chômeurs, parce que c'est eux qui profitent du système. Ces choses-là, elles sont graves. On ne peut pas les entendre. Parce que actuellement, le chômage, c'est quelque chose qui touche une énorme partie de Français. C'est un mal terrible. Hein. Oui, et on peut pas... C'est terrible le chômage, mais il y a des vraies solutions. Nous, aux Jeunes Socialistes, on porte par exemple le partage du temps de travail. C'est quelque chose qu'on porte et on estime que c'est une vraie solution. On estime que c'est une vraie solution à apporter. Mais même avant cela, avant d'apporter les solutions, avant de réduire le chômage, déjà commençons par respecter tous ces citoyens et citoyennes qui vivent des moments extrêmement difficiles dans leur vie de tous les jours. Même les travailleurs précaires, on peut même oui, parler bien au-delà. sûr. Hein. Évidemment. Parce que justement, évidemment. C'est ce qui est important aussi à considérer, c'est que souvent, dans les périodes de crise comme aujourd'hui, avec l'augmentation de la pauvreté, justement, ce sont souvent les travailleurs précaires qui vont parler et avoir beaucoup de préjugés justement sur les chômeurs, parce que il va y avoir souvent des fois des différenciations entre guillemets de salaire avec les allocations qui vont être relativement faibles. Hein, c'est pour ça aussi qu'il ne faut pas céder à ce que tu disais tout à l'heure, à ce dont tu parlais, c'est-à-dire le fameux SMIC jeune. Le fameux SMIC jeune, c'est des choses auxquelles il ne faut pas céder. On n'a pas le droit actuellement de dire qu'être un travailleur précaire, c'est une vraie solution. On ne peut pas dire qu'être un travailleur précaire, c'est un objectif dans la vie d'un jeune. C'est faux. On voit qu'en Allemagne, les fameux salaires à 1 euro de l'heure, les mini-jobs, on ne peut pas dire que ça, c'est un objectif de société. Ce ne sont pas des solutions viables. Parce qu'il faut savoir qu'on parle beaucoup du chômage en Allemagne. La courbe du chômage, on reparle de la courbe du chômage en Allemagne, et le taux de chômage en Allemagne, il est un peu plus faible qu'en France. Mais pourquoi ? Avant tout parce que c'est rempli. 7% de la population active contre 10,5. C'est ça. À peu près. Avant tout parce qu'en Allemagne, il y a une grande part des travailleurs qui sont des travailleurs précaires. Moi, je ne pense pas que juste pour réduire un taux en France, on doit faire en sorte que ce taux il soit divisé en deux juste parce qu'il y a la moitié qui viennent des travailleurs pauvres ou des travailleurs précaires. Alors, moi, j'ai une double question du coup, justement toujours à propos des personnes qui sont dans une situation de chômage. François Hollande avait promis l'inversion de la courbe fin 2013. Et du coup, depuis, on sait s'il en est. Et encore une fois, on a entendu parler il y a quelques semaines des propos de ministres, Emmanuel Macron principalement, et le deuxième, Monsieur Rebsamen. Qu'est-ce que vous avez à dire à ces personnes-là ? Disons que je ne pense pas que ce soit la bonne ligne qu'on puisse avoir par rapport au chômage, parce qu'une personne n'est pas au chômage par choix.
Donc ça ne sert à rien de chercher à les stigmatiser en imposant des contrôles ou d'autres choses comme ça. C'est vrai que le chômage, c'est un énorme problème. On peut dire qu'il y a 25% d'une classe d'âge qui est au chômage. Donc par rapport à ça, on peut mettre en place des projets de société qui pourraient être d'une grande envergure, qui pourraient avoir besoin de beaucoup de personnes. Donc par exemple, je pensais à la transition écologique, transition énergétique. Engager une vraie transition énergétique pour sortir du modèle actuel, ça permettrait justement de créer des milliers d'emplois ou des millions d'emplois non délocalisables. Et ça, c'est non négligeable. Et justement, il faut juste un choix politique pour que, par exemple, la transition écologique soit mise en place. Puis encore une fois, sur Emmanuel Macron et François Rebsamen, je pense que ce qu'il y a à redire par rapport à ça, c'est que, comme je l'ai dit juste avant, ce qu'il faut rappeler, c'est que toutes ces personnes-là, ce qu'a dit Antoine est juste, ne sont pas au chômage ou travailleurs précaires par choix. Il faut bien entendu rappeler que ce qui est important aussi dans la parole de gauche, et ce qu'on a toujours eu et ce qu'on a tendance à perdre en ce moment, c'est du respect pour les citoyens. On n'a pas le droit, je pense, dans une situation qui est tellement difficile actuellement, d'entendre des mots comme des illettrés, pour parler de certains employés, de personnes qui profitent, de contrôle des chômeurs. Non, on n'a pas le droit. Et certains parlent même à gauche, justement en disant que c'est un déni de réalité, qu'il y a des gens qui profitent du système dans le chômage. Qu'est-ce que vous avez à répondre par rapport à ça? Parce qu'il y a aussi le courant d'idée inverse en disant oui, mais la seule chose c'est que c'est toujours une minorité, et cette minorité c'est toujours moins que les fraudes fiscales massives, etc. Ah bah, vous avez dit ce qu'on pense. Voilà. C'est exactement ça. Il n'y a rien à rajouter. On va parler un peu plus local alors. Le MJS dans sa structure par rapport à vos nominations justement. Oui. Et juste après, je crois l'UDI et l'UMP. Est-ce que vous suivez l'actualité de ces partis politiques et notamment des mouvements jeunes au niveau du département? Les jeunes pop, les jeunes populaires de l'UMP. Oui. Alors moi, il y a quelques années, je les suivais un peu. Faut dire que là, ils sont en petite baisse de régime, donc on les voit plus trop. Après, moi, je pense que c'est très important d'avoir aussi un dialogue avec ces organisations-là, puisque moi, je préfère vraiment de beaucoup qu'on débatte avec des jeunes de l'UMP, avec des jeunes de l'UDI notamment, plutôt que voir dans certains lycées le FNJ monter, et ce genre de choses. Si vous acceptez les débats avec le FNJ Non. Pourquoi? Je pense qu'il n'y a pas de débat à avoir avec le FNJ. Les débats qui sont en ce moment avec eux n'en sont pas vraiment. C'est-à-dire que je pense que c'est surtout, on entend beaucoup d'islamophobie dans ce coin-là. La politique, entre guillemets, de dédiabolisation du parti qui est opérée au niveau national, je pense qu'elle ne se retrouve absolument pas au niveau local. Et il faut vraiment le rappeler. Mais, alors j'ai une question, mais est-ce pas une erreur justement de ne pas dialoguer par rapport à ça? Est-ce que justement de ne pas dialoguer avec, que ce soit le FN au niveau national, que ce soit les jeunes et les moins jeunes, est-ce que c'est pas une erreur justement de laisser cette parole se libérer sans venir au contact avec ces personnes-là qui libèrent la parole FN pour justement débattre avec eux, quitte à les mettre par rapport à leurs propres contradictions, les mettre en face de leurs propres contradictions? Oui, c'est vrai que ça, c'est un des domaines sur lesquels il faut un petit peu. Je pense qu'on a un petit peu à se changer un petit peu. Il faut mettre un petit peu faut attaquer le Front National sur sa politique, sur son programme politique, et pas uniquement sur son histoire, parce que maintenant, je pense pas que ce soit vraiment très utile maintenant. Et du coup, il faut chercher un petit peu le clivage entre. C'est pas une erreur justement de refuser le débat avec eux, même s'ils ont des propos, haineux. Hein. Je ne sais pas moi, mais par rapport à vous qui considérez qu'ils ont des propos haineux, est-ce que c'est pas une erreur malgré tout de pas aller leur parler, de pas aller débattre avec eux, parce que justement, ce qui a été critiqué aussi par une certaine quantité de Français, une certaine proportion de Français, c'est le fait que par exemple il n'y ait pas de débat, que généralement dans les débats nationaux il y ait un refus de dialoguer avec le FN, et justement par là même d'essayer de le mettre dans une entité de parti anti-républicain, et du coup on laisse sa parole se diffuser, puisqu'ils n'ont pas de contradicteur. Je pense qu'en fait les deux ne sont pas forcément en opposition. C'est-à-dire que oui, évidemment, j'estime que le Front National est un parti anti-républicain. Pour autant, on doit, et je pense qu'on a le devoir d'entendre et d'écouter attentivement ce que dit le Front National. Parce que ce que dit le Front National, c'est pas seulement un discours de facho, comme on peut entendre parfois, un discours
comment dire, vraiment haineux par essence. Je pense que ce qu'on peut dire vraiment par rapport au Front National, c'est que c'est aussi un discours qui attire profondément les Français. Et moi, honnêtement, voilà, je l'ai dit tout à l'heure très franchement. Je l'ai dit tout à l'heure très franchement. J'ai pas envie de débattre avec des gens du Front National. Par contre, ceux avec qui j'ai envie de débattre, c'est les jeunes qui ont l'impression que le Front National est une alternative réelle. Parce que honnêtement, je pense que c'est ça la vraie question actuellement. C'est pas de savoir si le Front National a changé, si le Front National a des cadres avec qui il faut discuter. La vraie question, c'est de savoir qu'est-ce qui a changé entre l'époque où le Front National était un parti diabolisé et aujourd'hui. Et je pense que la seule solution pour savoir vraiment ce qui se passe dans la tête et dans les bulletins de vote de tous ces jeunes-là, c'est bien évidemment de discuter avec eux. On ne peut pas refuser le débat avec des jeunes qui nous disent « j'ai voté Front National ». Et nous, c'est bien entendu ce qu'on fait. On leur parle. Et alors du coup, est-ce que vous trouvez ça normal qu'il y ait des campagnes de MJS qui aillent à l'encontre du coup de la politique gouvernementale, même si on en a parlé, donc on va pas rentrer dans les détails. Mais est-ce que vous pensez que c'est toujours pour infléchir la politique ou est-ce que ça va trop loin justement? En soi, moi je trouve ça normal quand même qu'au MJS on puisse se positionner par rapport, pas forcément dans la ligne parfaite du gouvernement, parce que nous sommes autonomes, et cette autonomie, c'est ce qui nous permet justement d'émettre nos propres propositions, nos propres orientations par moment. Donc pour le coup, moi, ça ne me choque pas du tout de mettre en place une campagne qui ne soit pas parfaitement sur la ligne gouvernementale. Je ne pense pas que nous avons la vocation à être seulement des personnes qui relaient le message gouvernemental auprès des jeunes. Mais on peut aussi créer un débat et toujours proposer et émettre des propositions pour les faire remonter. Et le MJS de l'Essonne, c'est combien de membres? On est à 150 adhérents. 150 adhérents. Ouais. En fait, juste pour revenir sur le rôle... Vas-y. Je continue justement sur les adhérents. C'est 150 adhérents, mais c'est réparti sur tout le territoire de l'Essonne. Oui. Du coup, vous avez des groupes locaux, je suppose? Oui, on est en équipe en fait. Et alors, vous êtes présents où? On est présent du coup dans la partie surtout essentiellement urbaine au nord de l'Essonne et un petit peu moins dans la partie sud de l'Essonne. On a une organisation par équipe en gros les équipes c'est plutôt une suite de plusieurs communes qui sont ensemble. Alors je vais juste les deux dernières questions, du coup on va pas s'étendre. Quelle est votre position par rapport au traité transatlantique? C'est une super question puisque justement actuellement nous menons une campagne contre le traité transatlantique et justement nous avions appelé à la manifestation de samedi dernier. Vous avez eu beaucoup de monde? Moi j'étais pas là pour ma part. Oui, il y avait quand même pas mal de monde. C'était pas la plus grande manif du siècle, mais c'est important de rappeler que c'était important. À Paris. D'accord. Donc justement on se positionne contre le TAFTA et ça justement ça nous permet Vous étiez en lien avec des syndicats, je suppose? On fait partie du collectif Stop TAFTA. Je pense que c'est important de parler de ce traité transatlantique puisqu'il y a un vrai déficit médiatique en ce moment par rapport à ce traité-là. On en peut parler. Ouais, mais il est d'une importance primordiale et on en entend très peu parler, ou du moins il est très peu expliqué, puisque on peut pas parler d'un traité comme ça sans faire un peu de pédagogie avant. Et déjà parler de TAFTA sans dire qu'il s'agit du traité transatlantique, de dire que c'est quelque chose entre les États-Unis et l'Union européenne, c'est quand même déjà un premier problème, quoi. On doit bien entendu en parler. Nous, on est contre ce traité parce qu'il y a un vrai flou démocratique autour de ce traité-là, un vrai flou au niveau des idées et que les choses qu'on en sait ne nous plaisent pas du tout, puisque tout simplement on est de gauche. Et il faut vraiment qu'on rappelle l'importance aussi du débat citoyen. Voilà, autour de ce traité. D'accord. Alors, comment se structure le MJS de l'Essonne? Comment ça? Comment vous organisez? Parce que du coup, vous me disiez que vous aviez des antennes locales, mais du coup, comment vous travaillez? C'est essentiellement un travail de communication, de militantisme. Comment d'ailleurs vous allez vous engager dans la campagne des cantonales? Enfin, des départementales du coup, excusez-moi. Ouais, départementales. Oui, au MJS du coup on a une organisation qui est par équipe et après ces équipes sont évidemment toujours en communication entre elles et presque chaque semaine on fait des actions fédérales en Essonne où on se déplace un petit peu dans toute la Fédé. Donc effectivement nos activités c'est surtout du militantisme sur le terrain pour créer le débat politique dans le plus de zones possibles auprès des jeunes, donc que ce soit dans les quartiers populaires, dans les facs, dans les lycées, CTU, pour justement essayer d'avoir le plus de personnes avec qui on peut échanger, on peut débattre politiquement.
Et donc du coup, il y a toujours une communication au sein de la fédération entre les différentes équipes, par l'intermédiaire d'AG, d'assemblée générale assez régulière, pour un petit peu débattre sur l'actualité, faire des points sur la formation, sur l'actualité et tout. Donc ça, on le fait assez régulièrement. Et sinon, après, par rapport aux élections départementales, je ne vais pas me tromper non plus, par rapport aux élections départementales, ça, on va évidemment s'impliquer dans la campagne des élections départementales, et le MJS a toute sa part, tout son rôle à jouer en étant militant. Si on se rappelle après un petit peu aux élections européennes, c'est 70% des jeunes qui s'étaient abstenus aux élections européennes. Et pour le coup, les élections départementales, c'est des élections qui sont encore moins médiatisées et encore moins popularisées par les médias que les élections européennes. Donc effectivement, nous avons notre rôle à jouer dans les élections départementales pleinement. Bon, il est 14h02, donc on a un tout petit peu dépassé, mais bon, c'est pas grave. Hein. Bon, alors le débat était intéressant, hein, donc pour ma première émission politique. Ma première interview. C'était très bien. Donc comment vous suivre pour finir? Vous pouvez nous suivre sur Twitter à @mjs91, mais aussi sur Facebook. On est MJS91 tout simplement. Voilà. Eh bien, merci à nos deux invités, merci à vous. À les quelques amis derrière la régie, n'est-ce pas? Nous sommes là. On est là. Donc voilà, prochaine émission lundi 20h. Voilà, Jeunesse solidaire, c'est reporté à la semaine prochaine. Voilà, je vous remercie à tous et à bientôt sur Effervescent. Au revoir.